Unique en son genre, il est d'une humilité à nul autre pareil. J'ai nommé Gérald Lechaine. Monsieur Gérald Lechaine, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Merci à vous. Et bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, vous savez, ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit une bibliothèque ambulante comme vous. Hein. Ça, c'est comme on disait ça dans Patéba. Hein. Comment ça En Patéba, disait un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est ça. Exactement, je m'en souviens bien. Et ce n'est pas faux d'ailleurs d'avoir une personne comme vous. Vous êtes une bibliothèque ambulante. Hein. Oui, ben, il faut la garder là. Ah oui, oui, on a encore gardé jalousement et précieusement. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a une personne comme vous, avec un parcours inspirant. Hein? Tout à l'heure, je veux me permettre comme ça de présenter votre biographie à nos internautes, à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Mais j'aimerais d'entrée du jeu, Monsieur Gérard, dites-nous, s'il fallait vous présenter en 2-3 mots. Moi, je veux me donner le devoir de vous présenter peut-être plus en détail, mais s'il fallait parler de vous en 2-3 mots, que diriez-vous? En 2-3 mots, alors, ça c'est pas beaucoup. Ben, je dirais... Bon, disons en une phrase ou en 2 phrases, comme vous voulez. Je crois que ce qui me caractérise, c'est peut-être la curiosité et la persévérance. Voilà. La curiosité et la persévérance. Voilà. Pourquoi la curiosité? Bah parce que justement, j'ai toujours eu envie d'explorer ici, là. Quand je suis devenu journaliste, cinéaste, j'ai parcouru différents pays, l'Afrique, la plupart des pays d'Afrique. Donc à chaque fois, c'était des découvertes et c'était passionnant parce que justement, on est poussé par le désir d'apprendre, de comprendre. Et puis la persévérance, parce que c'est plutôt à vue d'Afrique, par exemple. Donc quand on a commencé, c'était pas très facile. Et il a fallu... oui, on va arriver là-dessus tout à l'heure. Beaucoup d'obstination. Exactement, exactement. Vous me faites penser comme ça à la fameuse citation de Socrate qui est devenue célèbre. Je sais une chose, c'est que je ne sais rien. Absolument, c'est très vrai. Donc pour vous, vous ne cesserez jamais d'apprendre. Exactement. Puis il y en avait une autre aussi, je ne sais pas si elle est de Socrate, mais c'est doute toujours. Ah, c'est de René Descartes, qui parle du doute méthodique ou du doute sceptique. Ok. Donc à partir du moment où on arrête d'apprendre, on arrête de douter, ça veut dire on arrête d'apprendre. C'est ça. Il faut toujours douter. Mais il faut toujours douter, c'est-à-dire ne prendre jamais quelque chose sur... vous lisez, pour vérité. On vous dit quelque chose, vous lisez quelque chose, ou n'importe quoi. Il faut avoir cette espèce de réflexe de vérifier. Je dirais que c'est plus que jamais d'actualité avec notre ami Trump, là, qui dit à peu près n'importe quoi. On a vraiment intérêt, puis maintenant, l'intelligence artificielle qui nous rend capable de vous transformer, de vous faire dire n'importe quoi, le contraire de ce que vous pensez, c'est possible. J'ai vu des choses extraordinaires, là, le Trudeau, Macron, qui était en boxeur ou n'importe quoi. Vous avez vu peut-être aussi... Est-ce que c'est pas un montage? Pardon? Est-ce que c'est pas un montage? Oui, c'est un montage fait avec l'intelligence artificielle. Ah, exactement. Mais c'est saisissant on pourrait dire, de pseudo-vérité. Il faut donc être plus que jamais vigilant et de se douter toujours de est-ce que c'est authentique ce que j'ai vu. Donc toujours remettre en question. Et toujours mettre en un question. doute méthodique, comme disait Descartes. Exactement. Ok, Monsieur Gérard, vous êtes parti de Paris en France pour arriver ici. Qu'est-ce qui vous a... Est-ce que c'était une bourse académique? Est-ce que qu'est-ce qui vous a mais motivé? en fait, moi je suis d'abord allé en Afrique. Je suis d'abord allé en Afrique travailler comme correspondant de presse. Et on dirait peut-être un peu plus tard pourquoi j'avais cette motivation d'aller en Afrique. Mais effectivement, j'ai découvert qu'il y avait des possibilités de bourse au Québec. Et à l'époque, c'était
des bourses franco-québécoises. Et je me suis inscrit pour venir. Je suis entré à l'Université de Montréal. Et donc, à l'époque, c'était donc dans les années 70, c'était extraordinairement... Les choses, c'était après la Révolution tranquille au Québec, les choses bouillonnaient et quand on avait des projets, c'était extraordinairement facile. On soumettait une idée, la plupart du temps, il y avait des moyens pour la réaliser. Donc c'était trop facile, s'il faut le comprendre, si vous comprenez. C'était trop facile. C'était très facile, puis donc c'est comme ça que je suis retourné en Afrique faire des films, etc., parce que j'avais soumis un projet. Ah, bah c'est intéressant, allez-y. Et donc, à l'époque, il faut bien voir que on pourrait dire le Québec s'éveillait, s'ouvrait au monde, et il y avait un grand appétit justement là, une curiosité, un grand appétit de couverture, etc. C'était une très belle époque. Et aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes fier, après 41 ans de parcours. Bon, je suis content en tout cas, des résultats, oui. Donc, un parcours éloquent, comment est-ce que vous décrivez votre parcours? Bon, je suis assez content d'avoir fait un certain nombre de films, de pas avoir commis beaucoup de bêtises, d'avoir réussi à monter, à contribuer à monter Vue d'Afrique, qui vraiment a joué un rôle de connaissance mutuelle, j'espère, et puis vraiment d'avoir permis aussi avec tout ce réseau de festivals associés, d'avoir un véritable réseau à la fois professionnel, mais également d'amitié. On a fêté l'année dernière, en 2024, 40 ans d'existence, et on a pu faire venir quelques-uns des pionniers comme Gaston Caboret, comme Alimata Savadogo, etc., qui ont été au début de l'aventure. Et vraiment, c'est des amitiés qui datent de 40 ans, ça c'est pas mal. Alors, Monsieur Gérald Lechesne, tout à l'heure, nous allons, dans la deuxième partie, nous allons parler du 41e Festival international du cinéma qui est en train de se préparer. Et à présent, nous voulons savoir un peu votre parcours. Est-ce que vous êtes content, vous êtes fier de votre parcours? Vous êtes fier? J'ai constaté que vous avez fait vos études supérieures à l'Université de Montréal, où vous avez eu une maîtrise en psychologie de communication. Et vous avez d'ailleurs enseigné également par la suite à l'Université de Montréal. Vous avez obtenu de nombreuses distinctions, honorifiques d'ailleurs, et beaucoup de prix. Vous êtes journaliste, vous êtes producteur, vous êtes, je ne sais pas si vous êtes réalisateur aussi, réalisateur. Cette casquette plurielle-là, qu'est-ce qui vous motive chaque jour à aller vers la recherche, découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles connaissances? Ça vous fascine autant? J'ai une casquette en plus encore. Je suis consul des Seychelles. Ah non, je n'ai pas oublié. Je vais revenir là-dessus. D'ailleurs, j'avais prévu une petite biographie à cet effet. Je vais revenir là-dessus. Mais qu'est-ce qui vous a motivé autant? Vous avez une casquette plurielle. C'est tellement enviable. Et jusqu'ici, ce qui est curieux, c'est que vous n'êtes pas toujours... vous ne pensez pas que vous êtes arrivé au seuil. En toute humilité. Vous croyez que vous avez encore beaucoup à faire, alors que quand on vous regarde, on a le sentiment que c'est un long parcours et que peut-être pour nous autres, c'est difficile d'y arriver. Ben oui, c'est vrai. J'ai dans mes cartons un certain nombre de projets de films. Je ne suis pas trop sûr d'avoir le temps de les faire. Mais en tout cas, donc, oui, je vous parlais de curiosité. C'est sûr que la curiosité, c'est gratifiant. Hein, c'est-à-dire, on se dit, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir là? Et puis on va chercher, et puis on se rend compte que c'est passionnant. Donc, c'est comme toujours, quand il y a gratification au bout, on a envie de recommencer. Voilà, mesdames et messieurs, si vous permettez, je vais prendre une minute comme ça, Monsieur Gérald Lechesne.
Vous savez, on dit souvent qu'il est plus difficile d'être... il est mieux parfois d'être servi par soi-même que par autrui. Mais permettez-moi, avec votre permission aujourd'hui, j'ai pris quelques minutes pour parcourir, pour essayer de colmater certaines informations à votre sujet. Permettez-moi de prendre le temps pour le présenter à nos auditeurs, parce que vous avez un parcours assez enrichissant. Alors, et je le dis sous votre regard et sous votre contrôle, vous me direz si tout est correct à la fin. Qui est M. Gérard Lechesne? Vous l'avez dit en quelques mots, mais je vais entrer un peu plus en détail. M. Gérard Lechesne, un visionnaire exceptionnel. Il a récemment reçu la plus haute distinction du Canada, l'Ordre du Canada remis par la gouverneure générale du Canada, son Excellence, la très honorable Mary Simon. Le 2 mai, c'était le 2 mai 2024, si mes souvenirs sont exacts. Cette distinction couronne une carrière d'une rare envergure, marquée par une contribution internationale et inestimable à la culture, aux relations interculturelles et à la diplomatie. Et comme vous l'aviez dit tantôt, vous êtes le consul honoraire des îles Seychelles ici au Canada, au Québec, si je me trompe. Vous êtes né, bien entendu, à Paris, de parents bretons, et vous avez commencé comme journaliste dans les années 60. Et cette expérience vous a profondément marqué. Et en 1968, vous êtes arrivé au Québec grâce à une bourse France-Québec. Vous obtenez une maîtrise en psychologie des communications à l'Université de Montréal, où vous avez été aussi enseignant, il faut le dire comme ça. Mais véritablement, votre vocation se révèle lorsque vous partez en Afrique avec une caméra pour capturer les réalités de la guerre civile au Biafra. Biafra, il faut le dire, c'est au Nigeria, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, bouleversant le public québécois avec votre premier film sur la famine. En 1971, M. Gérard fonde Information Film, une maison de production dédiée aux documentaires d'auteurs, qui deviendra un acteur clé du cinéma à l'international. Ces films, souvent poignants et engagés, traitent des sujets tels que la guerre civile au Soudan du Sud, bien sûr, la répression en Guinée ou encore le génocide rwandais. Ces œuvres primées ont été diffusées dans le monde entier, renforçant la place du cinéma comme un vecteur de sensibilisation et de changement social. Et vous ne vous arrêtez pas là. En 1984, M. Gérard Lechesne fonde le Festival international du cinéma Vue d'Afrique. Bien entendu, vous commencez par Vue d'Afrique, qui était un organisme avec non lucratif. Et par la suite, c'est la naissance du Festival international du cinéma Vue d'Afrique, qui cette année, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, à l'intro, ce festival est à sa 41e édition en 2025. Un événement devenu incontournable, reconnu pour sa capacité à célébrer et promouvoir les cultures africaines et créoles. Sous votre direction, le festival est devenu l'un des plus importants du genre en dehors du continent africain, servant de tremplin pour les échanges interculturels et renforçant les liens nord-sud. En 2010, M. Gérard devient le président directeur international, continuant de faire rayonner le festival sur tous les continents. Vue d'Afrique a même reçu en 2018 un statut consultatif de l'Organisation internationale de la francophonie. Outre votre rôle à Vue d'Afrique, oui, M. Gérard Lechesne, vous êtes également, comme vous venez de le dire, consul honoraire des îles Seychelles au Canada depuis 1993. Un témoignage de votre engagement diplomatique et de votre désir d'établir des ponts entre les cultures. Votre parcours remarquable vous a valu des distinctions, dont le chevalier de l'Ordre national du Québec, le chevalier du mérite du Burkina Faso, le chevalier de l'Ordre des Pléiades. Mais c'est sans doute votre récente nomination à l'Ordre du Canada qui incarne le sommet de votre carrière. Il faut le dire, c'était l'année dernière, en 2024. J'espère que ce n'est pas ce sommet, parce qu'après, on descend.
Ah oui, ah oui. Donc, l'année dernière, vous avez reçu le prestigieux, hein, la prestigieuse distinction honorifique qu'il existe au Canada. Donc, ça veut dire que vous avez atteint le point culminant. Alors, Gérard Lechêne, par son travail acharné et sa passion, incarne l'esprit d'un grand humaniste. Son œuvre a non seulement enrichi la culture québécoise, mais aussi ouvert des fenêtres sur des réalités souvent ignorées, contribuant ainsi à un monde plus inclusif et solidaire. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette présentation, M. Ça, c'est ChatGPT qui a rédigé ça. Non, c'est moi qui l'ai fait. L'intelligence artificielle. donc, voilà, monsieur Gérald. Mais est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? Donc, c'est l'intelligence humaine. L'intelligence humaine, bien sûr. Ouais. J'ai pris de la peine, j'ai colmaté à gauche et à droite. Et parce que je ne me suis pas seulement contenté d'une seule biographie qui m'a été donnée, qui m'a été présentée, mais je suis allé moi-même chercher un peu à gauche et à droite. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut faire des recherches à travers oui. Mais est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? C'est un peu magnifié, mais c'est bien vous. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Alors non, je suis vraiment satisfait de savoir qu'il n'y a pas d'erreur. Mais pourquoi j'ai trouvé important de le dire pour non seulement partager avec ceux qui nous regardent à l'instant, mais aussi comprendre que votre exemple est assez inspirant. Assez inspirant. Je sais que vous serez modeste de votre état peut-être, mais nous autres, nous apprenons beaucoup de vous et j'ai voulu partager cette expérience-là avec les personnes qui nous regardent à l'instant. Alors, M. Gérald Lechêne, on revient maintenant sur vous également. Au niveau de Vue d'Afrique et même de votre expérience, est-ce que vous n'avez pas été confronté à des difficultés, par exemple, dans la réalisation ou dans l'atteinte des objectifs que vous êtes fixés dès le départ? Parce qu'il faut le dire, et lorsque l'idée de Vue d'Afrique est née, ça n'avait pas été, c'était comme un défi titanesque à relever. C'était tout un défi, oui, parce que il faut bien se remettre, c'est toujours difficile. Hein. J'avais un professeur d'histoire qui dit généralement, on pense que l'histoire fait appel à la mémoire, parce que l'histoire, c'est le passé. Oui, mais le passé basé sur les écrits. Mais c'est le contraire. Oui. Ça doit faire appel à l'imagination, parce que le plus difficile, c'est d'imaginer comment c'était à l'époque. C'est-à-dire, il faut, si on parle de je sais pas quoi, des guerres de Napoléon, il faut se souvenir qu'il n'y avait pas de moyens de communication, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas donc, il faut se remettre dans le contexte pour comprendre les choses. Et il y a 40 ans, c'est très difficile d'imaginer, surtout les plus jeunes de vos auditeurs, qu'à l'époque, l'Afrique était, je dirais, mise à part un très petit pourcentage de la population, était vraiment terra incognita. C'était aussi... La plupart des gens pensaient que l'Afrique, c'était un pays. Ah oui? C'est très difficile d'imaginer le degré d'ignorance. Il n'y avait pas du tout rien sur les médias, on n'en parlait pas. Sur la Vue d'Afrique, à l'époque... la télévision, on disait aller au cinéma, on disait aller aux vues. La télévision, c'était les petites vues. Ça s'est un peu perdu comme expression, mais c'était comme ça. Donc la Vue d'Afrique, c'était un peu un jeu de mots sur tout ça. Mais véritablement, les gens découvraient tout. Hein. Écoutez, c'est assez facile d'imaginer. Vous avez entendu Trump il y a quelques jours qui disait oui. Qu'est-ce que c'est que ces pays dont on n'a même jamais entendu parler de Lesotho, vous vous souvenez? Oui. Et donc, à l'époque, c'était pas seulement le Lesotho, mais c'était à peu près toute l'Afrique. L'Afrique, c'était l'Afrique. Et puis, justement, je parlais de Gaston Caborel, un des plus grands cinéastes africains, burkinabé. Et lui disait les Occidentaux connaissent l'Afrique par les films de Tarzan. Alors, j'ai pensé que c'était une boutade qui disait ça. Il poussait, comme on dit, le bouchon un peu loin. Et
il y a des journalistes, des jeunes journalistes qui sont venus, africains, qui sont venus ici en résidence. Ils étaient allés un petit peu partout en région et ils avaient participé à des lignes ouvertes. Et ils ont fait un debriefing là, raconter un petit peu de leur expérience et ils étaient un peu étonnés des questions qu'on leur posait. Ils disaient, vraiment c'était un peu surprenant, ça témoignait du degré d'ignorance des gens et la façon dont on posait les questions était pas du tout agressive, elle était candide, les gens vraiment ignoraient. Est-ce que quand vous ouvrez la porte, vous n'avez pas peur qu'il y ait un lion derrière? Est-ce qu'il y a toujours des gens qui vivent dans les arbres? Et donc, je me suis souvenu de ce qu'avait dit Gaston Caboret. Et les Occidentaux connaissaient l'Afrique par les films de Tarzan. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait un film sur Tarzan. Anatomie de Tarzan, c'est un documentaire sur justement tout l'imaginaire traversé, parce que Tarzan a duré presque un siècle. Il est né au début de 1900, et 1916 très exactement. Et donc, il y a eu toute cette évolution. Et à l'époque, c'était The Dark Continent, le continent noir. C'était quelque chose de mystérieux, inquiétant. Il y avait des expressions aussi. White Man Grave, le tombeau de l'homme blanc. Les maladies, les bêtes féroces, les cannibales. Il y avait tout. Donc, c'est difficile. C'est pour ça que je dis que l'effort essentiel est un effort d'imagination pour imaginer à cette époque-là où on en était. Exactement. Vous savez qu'il y avait, à l'époque, y compris les gens qui venaient des Antilles, il y avait à peu près, à l'échelle du Canada tout entier, il y avait quelques milliers de ressortissants. Maintenant, il y a pas de millions. Monsieur Lechesne, permettez-moi de vous poser une question qui me vient à l'esprit comme ça. Alors, votre œuvre qui a commencé comme une faible plante, je dirais sur même une terre desséchée, une terre qui n'était vraiment pas propice à cette action-là, et aujourd'hui est devenue, vous avez réussi à relever ces défis titanesques. Aujourd'hui, les fruits ont tenu la promesse des fleurs, il faut le dire ainsi. Mais d'où vous êtes venu votre amour pour l'Afrique? Parce qu'il faut le dire quand même, il y a eu cet amour, cet engouement de votre part. Pendant que des personnes avaient des perceptions erronées de l'Afrique, mais vous vous dites, je sortirai du lot, je porterai haut l'étendard de l'Afrique. Mais d'où vous vient cet amour pour l'Afrique? Alors, là, c'est un véritable interrogatoire. Alors, mais oui, c'est une interrogation. Ah oui, alors oui, je vais vous répondre, mais il va falloir remonter un petit peu ça. Parce que j'ai pas eu la découverte comme ça, l'illumination. Ça a été progressif. Enfant, mes parents, ma mère surtout, étaient pacifistes. Ce qui fait que je n'ai jamais eu d'armes. Je ne jouais pas avec des pistolets, je n'avais pas de soldats pour jouer à la guerre. Alors je jouais avec un chemin de fer et des animaux. Et ça m'a donné vraiment une passion pour les animaux. Je jouais avec, donc. Ensuite, comme j'étais enfant unique, je lisais beaucoup. Et je lisais beaucoup les aventures des explorateurs. Les explorateurs, les romans, beaucoup, c'était dans la jungle et tout ça. Ils étaient confrontés à toutes sortes d'animaux. J'avais vraiment envie d'aller là-bas. Et là, j'ai vraiment eu la détermination de devenir explorateur et d'aller en Afrique. C'était vraiment pour rencontrer les animaux. Mais pour rencontrer les animaux? Pour rencontrer des animaux? Oui, pour voir les animaux, comme les explorateurs qui voyaient. Mais vous savez, et puis c'est pas propre à l'Afrique, parce que je lisais récemment des histoires sur Terre-Neuve. Terre-Neuve était fréquentée justement par des marins bretons, mais écossais, anglais, danois et tout ça, qui se faisaient une rivalité extraordinaire pour la pêche à la morue.
La morue, il y en avait, quasiment on les attrapait à la main tellement il y en avait. En Afrique, je ne parle pas des romans, là, je parle véritablement des premiers témoignages des premiers explorateurs. Il y avait euh, une masse d'animaux invraisemblables. Les premiers, d'ailleurs, ont massacré comme ça pour s'amuser, boum, 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 comme ils ont exterminé à l'île Maurice les dodos, là, qui ne se méfiaient pas. Ils les appelaient boum. Et ça, le fait qu'il n'ait pas d'instinct de conservation amusait les marins et qui les massacrait en quantité astronomique. Donc, c'était véritablement à la fois une réalité et donc j'ai voulu aller voir si c'était comme ça. Quand je suis arrivé, c'était pas tout à fait la même chose. et donc, j'ai réussi à y aller comme journaliste. J'étais correspondant de presse pour Associated Press. Et donc c'était véritablement tout nouveau parce que je suis arrivé dans les années 60 où il y avait toute la fermentation des indépendances et tout ça. Et ça a été une période tout à fait passionnante. Et au lieu de... J'ai rencontré en fait et j'ai découvert toute une culture différente. Et découvrir des cultures différentes, c'est extraordinairement passionnant parce qu'on peut ou se fermer et dire oh ben tout ça c'est vraiment pourquoi, par exemple, si je vais en Chine, pourquoi ils mangent avec des baguettes, c'est ridicule, machin. Ou au contraire, on peut se dire, bah, c'est différent, et il y a peut-être quelque chose d'intéressant là, et c'est une remise en question, en perspective de vos propres connaissances, et ça ouvre les perspectives de façon extraordinaire, c'est passionnant. Et donc, c'est ça, si vous voulez, le fait de découvrir, et de découvrir aussi que c'est pas l'Afrique, c'est pas unanime. Hein, enfin, je veux dire, c'est pas un bloc. On change de pays, on change de culture. Bien souvent, il y a des invariants, mais il y a également bien des détails qui changent, etc. Enfin, des détails, pas souvent des détails, mais des valeurs qui diffèrent. Et donc, voilà, quand on revient ici, puis qu'on s'aperçoit qu'il y a une ignorance, on a envie de communiquer le fait que vraiment, il y a vraiment là une réserve de richesse culturelle, d'intérêt, et on a tout intérêt à échanger. Voilà, c'est très simple. Très bien. J'ai été un peu bavard, mais voilà. Non, je vous laisse le soin de parler parce que naturellement, c'est pas tous les jours que vous avez, qu'on vous rencontre et certainement ceux qui nous écoutent, comme je l'ai dit tantôt, vous êtes une bibliothèque ambulante et c'est pas tous les jours qu'on reçoit à lire de tels ouvrages. Alors, maintenant, parlez-nous un peu de votre parcours. Vous avez plusieurs casquettes, comme on l'a mentionné tantôt, enseignant, réalisateur, producteur, diplomate, même s'il faut le dire comme ça. Mais parlez-nous un peu de votre casquette en tant que cinéaste, en tant que producteur-réalisateur. Qu'est-ce que vous avez produit beaucoup de films qui ont été diffusés sur des grandes plateformes à l'international. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus et comment est-ce que cela vous a aidé avec Vue d'Afrique? Alors, on voulait vraiment beaucoup aller faire connaître surtout à l'époque, la guerre du Biafra venait de se terminer là, et il y avait une autre guerre qui était au Sud-Soudan. Et on connaissait cette guerre, c'était une guerre interminable, hein, parce que ce qu'on appelait le Soudan anglo-égyptien, là, qui était donc au sud de l'Égypte, était divisé. Il y a un désert entre les deux. Le nord était de culture très influencée par l'Égypte, de culture musulmane, et le sud était vaguement chrétien et surtout animiste. Et quand les Anglais sont partis, le nord, du temps de l'occupation anglaise, il y avait une sorte de division. Chaque pays, chaque région, le nord et le sud, étaient administrés de façon autonome. Et quand les Anglais sont partis, ils sont comme Ponce Pilate, lavaient les mains un peu de ce qui allait arriver. Oui. Et le nord a occupé le sud en disant ben, c'est à nous.
Et là, comme il y avait dans l'imaginaire du Sud la mémoire des razzias d'esclaves, etc., la guérilla a commencé. Elle a commencé en 1956, quand les Anglais sont partis, et elle a continué. Donc, les gens ça faisait une cinquantaine d'années que les gens avaient connu que la guerre. Et donc, on voulait faire connaître cette réalité, mais c'était très difficile de trouver le financement pour faire ce film-là. Donc, on a dû faire des propositions. Par exemple, un film sur l'œuvre du cardinal Léger au Cameroun. Oui. Et puis, Oui, le cardinal Léger. Donc, avec l'argent de ce film, oui. On a pu faire en fait 3 films. On en a fait un qui s'appelle Yvon Deschamps, enfin, évangélisation. C'est parce qu'il y avait une bonne conscience. Yvon Deschamps avait un monologue assez amusant en disant que quand les Québécois, les Canadiens allaient en Afrique, ils disaient nous, on n'a pas d'histoire coloniale. Et c'était vrai, il n'y avait pas d'histoire coloniale en Afrique, mais Yvon Deschamps disait fort justement allez demander aux Amérindiens. Et donc, on a fait un film là-dessus, sur les coopérants québécois en Afrique. On a fait un film sur le cardinal Léger au Cameroun. Au Cameroun, oui. Qui s'appelle Tam Tam et Belafon, parce qu'on a fait beaucoup sur l'entrée avec quelqu'un que vous avez probablement connu, Pic-Claude Ngoumou. Oh, Pic-Claude Ngoumou était dans la région d'Yaoundé. Et d'ailleurs, c'était le cardinal Zoa, l'archevêque Zoa. Oui, Zoa. Voilà. Qui était un petit peu irrité de la notoriété de Pic-Claude Ngoumou, parce que tous les journalistes qui venaient préféraient aller voir ce que faisait Pic-Claude Ngoumou que l'archevêque. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il avait africanisé la messe. Et c'était un musicien, il avait créé de la musique, toute une théâtralité autour de la messe, on remplaçait le style par un coq, etc. Puis Tam Tam et Balafon, il avait fait entrer le Tam Tam et Balafon à l'église, ce qui avait fait un grand appétit pour les fidèles de venir aux offices. Et donc, c'était très visuel. Quand on a filmé ça, c'était magnifique. Mais ce que je trouve curieux, c'est que vous parlez avec de votre histoire avec beaucoup de passion. Et ça, c'est ce que je ne trouve pas chez tout le monde, chez plusieurs personnes d'ailleurs. Vous parlez avec beaucoup de passion, ça donne envie de s'engager comme vous autres. Vous êtes vraiment j'allais dire, un cinéaste engagé. Vous êtes un cinéaste engagé, très inspirant. Tout ce que vous le faites avec beaucoup d'abnégation. Avec beaucoup d'abnégation. Et jusqu'en ce jour, après plus de 4 décennies, vous ne semblez pas toujours être satisfait. Bon, pas satisfait, mais vous ne semblez pas être rassasié. Voilà le mot. Vous ne semblez pas être rassasié. Mais c'est bien curieux. Mais et ça fait énormément plaisir d'échanger avec vous comme ça, parce que ça doit certainement inspirer les générations présentes et les générations à venir. Et ceux qui nous regardent à l'instant, dites-vous qu'il y a beaucoup. Votre cas, c'est un cas assez inspirant. Vous avez été un réel visionnaire. Vraiment visionnaire, parce que vous avez défendu une cause, et jusqu'aujourd'hui, je suis sûr que vous avez été confronté à des difficultés pendant l'exercice, la réalisation de ces objectifs. Mais vous n'avez pas, comme on dit, never give up, vous n'avez jamais laissé tomber, vous avez continué jusqu'à ce jour. Alors, vous êtes fier de votre parcours, M. Gérard? Vous êtes fier? S'il fallait dire, OK, aujourd'hui, vous devez prendre votre retraite définitive, vous seriez-vous fier de votre parcours? Comme je vous ai dit, je suis satisfait. Heureux, fier, je ne sais pas. OK, êtes-vous heureux? Non, je suis assez heureux par exemple, j'ai de malaise avec aucun des films que j'ai fait. Je ne peux pas dire, là, je me suis trompé, là, j'ai dit des contre-vérités, là, je n'ai pas été juste. Non, je crois que j'ai été à chaque fois honnête et que beaucoup de gens ont apprécié le fait que j'ai pu dire des choses. Par exemple, vous venez d'avoir, il n'y a pas longtemps, hein, il y a quelques semaines,
il y a tout un rapport qui a été remis au gouvernement camerounais sur les événements de la guerre d'indépendance. Le film que j'ai fait, qui s'appelle Contre-censure, tiré de Contre-censure, c'était pour montrer la censure du livre de Mongo Betty, Main basse sur le Cameroun. On a fait un film là-dessus, on a fait venir Mongo Betty au Québec, on a fait rééditer le livre au Québec, et le film porte tous les événements qui sont décrits dans le rapport qui a été remis. Si vous voyez le film Contre-censure, ils sont tous là-dedans. L'assassinat de Félix Moumier, la mort de Wandier, Ernest Wandier, Félix Moumier, le coup d'état mystique de Monseigneur Dongmo, etc. Tout est là. Même Monseigneur Dongmo, quand il a été gracié, parce qu'il avait été condamné à mort, et il a été condamné à venir dans un gracié, mais il devait aller dans un couvent, il est allé au Québec, et il nous a rendu visite à Nathalie Barton, avec qui on avait travaillé sur ce film, pour nous rencontrer, parce que comment des Canadiens s'intéressent à moi Voilà, mesdames et messieurs, nous voici parvenus à la première partie, au thème de la première partie de notre entretien avec M. Gérald Lechem. Comme je l'ai dit d'entrée du jeu, à mon intro, c'est une véritable bibliothèque ambulante. Vous constatez avec moi d'ailleurs qu'il a beaucoup de choses à dire, mais compte tenu du temps qu'il nous a imparti, on va devoir peut-être avoir une autre occasion, peut-être si possible, pour pouvoir en parler plus en détail. Mais nous allons mettre juste une pause publicitaire et nous revenons juste après pour vous parler du 41e Festival international du cinéma Vue d'Afrique, qui, faut-il le dire, se tient au cinéma du Parc du 3 au 13 avril 2025, ici même à Montréal. À tout de suite. Comme je le disais tantôt, notre invité du jour à cette émission spéciale, c'est M. Gérald Lechem, une bibliothèque ambulante. Il nous a parlé de son parcours assez remarquable et inspirant, un véritable visionnaire, une personne avec une casquette plurielle qui fait preuve d'une humilité à nul autre pareil, comme pour dire que l'humilité est l'antichambre de toute perfection. Cela vient confirmer cet adage-là. Monsieur Gérald Lechem est un véritable modèle pour nous, pour ceux qui veulent foncer, pour ceux qui veulent aller loin, pour ceux qui ne veulent pas se décourager dans la vie, parce que c'est ce que nous apprenons à travers son parcours inspirant. Nous revenons en ce moment pour vous parler du 41e Festival international du cinéma, qui est une initiative du Vue d'Afrique. Vue d'Afrique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un organisme à but non lucratif qui est créé depuis une quarantaine d'années aujourd'hui. Si je me trompe, depuis 1985. Je le passe sous le regard de M. Gérard, il va nous confirmer cette information. Voilà, merci, il me fait le doigt. Donc voilà, et cette année, Vue d'Afrique va organiser le 41e festival. 4 décennies d'histoire, M. Gérald Lechem. 4 décennies d'histoire. On dirait que ça passe très vite, hein, comme si nous étions hier là. Ah oui, ça passe vite, mais comme vous le disiez, il y a eu des turbulences. Ah ben, ça c'est évident. Pour tout objectif que l'on veut atteindre dans la vie, il y a toujours... rien ne se fait, hein. Tout ne s'obtient pas gratuitement sous le soleil. D'ailleurs, quelqu'un disait tantôt que tout ce que vous obtenez gratuitement, vous le perdez aussi gratuitement. Donc, pour avoir quelque chose de consistant, il faut passer par le péril. Après la gloire, pour arriver à la gloire, il faut passer par le péril. Il n'y a jamais de gloire sans péril.
Monsieur Gérald Lejeune, on peut vous dire aujourd'hui que vous êtes passé par le péril et aujourd'hui, on peut vous couronner des gloires. Mais oui, bien sûr, avait raison. Alors, Monsieur Gérard, venons donc sur le festival. Parlez-nous du Vue d'Afrique, la naissance du Vue d'Afrique, et qu'est-ce qui vous a inspiré à mettre sur pied à initier le Festival international du cinéma Vue d'Afrique, qui promeut le cinéma africain et créole. Il faut le dire que c'est vraiment l'unique en Amérique du Nord. C'était surtout unique à l'époque. Maintenant, il y a toute une évolution. Un peu grâce à nous, on s'est beaucoup aperçu que le cinéma africain existait parce que vous me posiez la question comment c'est né. Et c'est né très précisément de ça. On était un petit groupe d'amis qui se réunissaient de temps à autre en fonction de ça. C'est qu'ils avaient été, ils étaient soit africains eux-mêmes, comme par exemple Ousseynou Diop, qui était journaliste à Radio-Canada International, comme ils avaient été coopérants, ils avaient été journalistes comme moi, il y en a beaucoup qui connaissaient l'Afrique, donc africains eux-mêmes ou qui connaissaient l'Afrique, et qui déploraient à l'époque, donc à 41 ans, qu'elle soit complètement absente. On n'en parlait strictement jamais d'un point de vue culturel. De temps en temps, s'il y avait une catastrophe quelconque, on en parlait à Noël, mais c'était... L'Afrique était toujours vue du côté sombre de son histoire. Et Ousseynou Diop, que je mentionnais tout à l'heure, journaliste, couvrait un des grands festivals à l'époque, qui était ici, et il pose la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais de film africain? Et la réponse qu'on lui a faite, il faudrait que ça existe. Et le film africain à l'époque, il existait quand même depuis un certain temps. Il est né dans les années 50. Et quand à la rencontre suivante, Ousseynou nous a raconté tout ça, il était assez indigné. Et on s'est dit, tiens, si on faisait une semaine de cinéma africain pour montrer qu'il existe. Au Québec, hein? Oui. Pourquoi le choix du Québec? Pourquoi le choix du Québec? Mais non, on habitait tous au Québec, là. On était tous ici. Donc on va trouver... C'était Robert Daudelin à l'époque, le directeur de la Cinémathèque québécoise. Oui. Et on lui dit, si on faisait une semaine de cinéma québécois, africain. Et il nous dit, d'accord. Donc, grâce à quelqu'un qui était le fondateur des journées cinématographiques de Carthage, qui à l'époque était directeur de la culture à l'agence de la francophonie. À l'époque, c'était l'organisation culturelle... technique et culturelle, la CCT. Et elle était dirigée par un Québécois qui s'appelait Jean-Marc Léger. Jean-Marc Léger, on le connaissait, il a été emballé par l'idée, et donc Tahar Sherian nous a piloté un petit peu, parce que nous, on n'avait aucune idée de comment s'adresser, à qui pour avoir les films, etc. Et on a fait une première semaine de cinéma africain avec les meilleurs films qui existaient depuis sa naissance. Donc, en 85, ça faisait 30 ans de cinéma africain. Et ça a été une programmation remarquable, avec les films d'Ousmane Sembène, les meilleurs cinéastes. Il y avait beaucoup d'engouement à cette époque? Il y a eu un engouement extraordinaire. Wow. Il faut bien dire qu'à l'époque, le Québec s'éveillait au monde, on pourrait dire. Quand on entend les chansons, on entend tout ça. Il y avait une ouverture extraordinaire. Et ça tombait bien parce que le Québec se sentait face à l'Europe francophone. La France, Belgique, un peu la Suisse. Et d'un seul coup, avec... il y a eu... Vue d'Afrique, mais il y a eu avant, quelques mois avant, la Super Franco-Fête à Québec. Avec ça, c'était la musique et tout ça. Et dans les deux cas, le public québécois a découvert qu'il y avait une masse francophone au-delà de l'Europe. Et donc, d'un seul coup,
on pourrait dire que le monde s'élargissait. Et les gens étaient passionnés de ça. Je veux dire, quand ils sont venus à cette première semaine de cinéma africain, c'était pas uniquement par amour du cinéma, c'était véritablement pour découvrir tout ça. Là, encore une fois, on revient à cette curiosité. Et donc, voilà comment... donc, nous, on n'avait pas pensé à fonder un festival, mais ça, comme ça a très bien marché, tout le monde nous dit, il faut recommencer, il faut recommencer. Puis voilà comment c'est né. 41 ans après, quel bilan faites-vous de façon générale, 41 ans après? Le bilan, je l'évoquais un petit peu plus tôt, c'est véritablement ce réseau d'amitié professionnelle et d'amitié tout court, mais de confiance professionnelle aussi, ce qui fait qu'on a un véritable réseau, des festivals. On est jumelés. C'est ça la raison de nos petits jumeaux là qui Oui, justement. Est-ce que c'est avec le festival, le FESPACO? Oui, on s'est jumelés la première année. Le ministre de la Culture était présent pour autre chose, mais oui. Il est venu à Vue d'Afrique et il a dit, mais c'était l'époque de Sankara. Ah oui, Thomas Sankara. Il a dit, allez, il faut s'associer. Ah oui. C'est lui qui nous a suggéré les petits jumeaux. Ah ouais. Dans les petits jumeaux, ici, ça représente le FESPACO et Vue d'Afrique. Oui, et puis plus largement, l'Afrique et le Canada ou le Québec, etc. Cette collaboration, ce partenariat. Voilà, c'est ça. Et ça se passe bien depuis avec le FESPACO? Écoute, avec le FESPACO, c'est magnifique, on ne sait jamais. Chaque édition, il y a quelqu'un chez eux, il y a quelqu'un chez nous ici. Donc, quelqu'un de chez eux ici, quelqu'un de chez nous là-bas. À chaque édition, on n'a jamais manqué une, ni de part ni d'autre. Vous êtes restés jumeaux jusqu'aujourd'hui. C'est exceptionnel. D'ailleurs, l'année dernière, tous les secrétaires généraux étaient là. Ça a été exceptionnel, effectivement. On est jumelé avec le festival de Koïbga au Maroc, dont on va célébrer 35 ans de jumelage cette année. On va signer le livre d'or de la ville. On s'est jumelé beaucoup plus récemment avec le festival du cinéma africain de Kigali. Oui. Et on est associé avec beaucoup d'autres, les journées de Carthage, à Dakar, Écran Noir au Cameroun. Écran Noir, avec Bassek Bakobio. Bassek Bakobio, c'est Monsieur Bassek Bakobio. Oui. Alors donc, on a bâti ça, ce qui nous permet d'ailleurs, ce réseau nous permet d'avoir une programmation très étoffée. Et puis, c'est sûr qu'il y a aussi donc cet intérêt. On s'est également élargi un petit peu. Par exemple, on a un rallye d'exposition qui suscite beaucoup d'intérêt aussi. Donc, on a... Par exemple, pendant cette édition, il va y avoir la programmation de films au cinéma du Parc. Et juste en face, de l'autre côté, il va y avoir ce qu'on appelle le Baobar. Ah oui, oui. C'est le lieu de rencontre, c'est le lieu d'animation, de colloque, de musique le soir, avec un traiteur. Mais monsieur Gérard Alchen, dites-nous, pour cette édition de cette année, l'année dernière, Vue d'Afrique a célébré ses 40 ans. Oui, nous étions au cinéma Guzot qui malheureusement... Oui, malheureusement, oui. Cette année, ce sera au cinéma du Parc. Au cinéma du Parc, à Montréal. Oui. Pour cette 41e édition, est-ce que c'est la monotonie? Est-ce qu'on va assister à la même chose? Qu'est-ce qu'il y a de singulier pour cette édition? Alors là, je vais vous taquiner un petit peu. Quand vous allez dans la même salle de cinéma, vous n'allez pas voir le même film. Non, pas le même film, pas du tout. Pas du tout. Exactement. Ah oui, non, alors là, vous avez parfaitement raison. Vous savez... Non, vous avez parfaitement raison. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, et ceux qui nous regardent à l'instant, ça veut dire qu'il y aura toujours quelque chose de nouveau, mais bien que ce soit dans les mêmes salles de cinéma. Il y aura quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on va attendre le 11? Parce qu'il faut dire que le 11 mars prochain, il y aura le point de presse. Oui, est-ce qu'il faut attendre le point de presse pour dérouler tout ce qui va se passer? Je peux vous faire quelques indiscrétions. Bien sûr, ça nous ferait plaisir. En exclusivité. En exclusivité sur Ngas TV. Oui. Alors, non, on a de très beaux films. Par exemple, Première ligne de Merzak Alouache, c'est quasiment tout le temps les premières
au Québec. Donc, ce film, donc on a le film algérien, tunisien, des enfants rouges, triple A du Maroc. On a le film du Rwanda, on a le film d'Haïti, un très beau film. On a le film du Togo qui est très présent cette année, très curieusement. Là, il y a vraiment des films très très intéressants du Togo. Et puis un beau film égyptien, Les filles du Nil. Et donc on a vraiment une superbe programmation. Il y a aussi, on a une section qui s'appelle Regarde ici. Oui. On a toujours cherché aussi à développer l'intérêt. Beaucoup de cinéastes s'intéressent et voudraient faire des films, soit en Afrique ou soit en coproduction. Et c'est toujours assez difficile parce que les diffuseurs sont réticents. Ça coûte cher les films quand il faut se déplacer, etc. Ben oui, bien sûr. Mais monsieur Gérard, est-ce que vous n'avez pas pensé de tout ça? Il n'y a pas de film qui met en exergue, vous savez que nous sommes le 8 mars, hein? On va faire comme ça un clin d'œil aux dames. Est-ce qu'il n'y a pas un film qui porte sur les droits de la femme, par exemple? Alors, il y a différentes sections qui récompensent les films pour l'ensemble de la programmation, que ce soit les fictions, les documentaires, des films d'animation, ou je parlais de cette section qui s'appelle Regarde ici, qui sont des films de cinéastes canadiens, québécois, sur l'Afrique, ça peut être sur l'immigration et tout ça. Et il y a 3 catégories qui concernent les films de l'ensemble de la programmation. C'est les films sur le développement durable, Oui. c'est les films sur les droits de la personne, et c'est les films dont l'organisme, le SACI, le Centre d'études et de coopération internationale, décerne le prix. Wow. Ça s'appelle le prix Égalité hommes-femmes. Ah, Ce sont ouais. les films, et puis on doit en avoir là-dedans entre 15 et 20 qui concernent cette question-là. Et c'est des films qui montrent toute soit des femmes exemplaires, soit la lutte des femmes pour l'égalité de leurs droits ou l'obtention de sortir de difficultés qui peuvent être les mariages précoces, l'excision, etc. Et nous en profitons d'ailleurs, M. Gérald Luchène, pour faire un clin d'œil à toutes les dames, hein, à toutes les femmes dans le monde entier, qui célèbrent aujourd'hui. Un clin d'œil, faites attention. Bon, si vous voulez, pour faire un coucou, vous avez parfaitement raison, pour faire un coucou, si vous le voulez, et vous faites bien de le remarquer, pour faire un coucou à toutes les dames qui nous regardent à l'instant, à Géraldine Luchène, à Muriel, la princesse du Congo, la reine du Congo, et bien toutes les dames qui nous regardent en ce moment. Donc nous savons que l'édition de cette année a pour thème, pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Donc qu'est-ce que ça vous inspire, ce thème-là? On parle de droit. Est-ce qu'il suffit, c'est une parité qu'on veut établir entre les hommes et les femmes, ou bien c'est l'égalité, par exemple, aux responsabilités dans la société, parité au niveau du travail, parité au niveau bref, de la santé, dans tous les sens. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Comment est-ce que vous comprenez ça? Ça semble un petit peu évident, si on veut dire. On est tous humains, hommes, femmes, etc. Vous avez, au point de vue de donner des exemples, au point de vue santé, au point de vue salaire, il n'y a pas de raison. Maintenant, égalité, ça ne veut pas dire être absolument semblable. C'est sûr que ni vous ni moi n'accouchons, ni n'allaitons, etc. Exactement. Mesdames et messieurs, il n'est donc pas question du féminisme ou du masculisme. Il est question tout simplement de jouir des mêmes privilèges et des mêmes droits que les hommes. C'est ce que nous entendons par cette fête. C'était juste une parenthèse. Nous revenons à notre festival. Alors, pour cette édition, pour l'édition de cette année, Monsieur Luchène, alors, quelle surprise réservez-vous au public? Quels sont ceux qui sont concernés par le festival? Quel message vous les adressez en ce moment? Il y en a plusieurs qui nous regardent. Tout simplement,
venez faire un saut. C'est un voyage quand même qui vous coûtera moins cher que de Ah prendre ben un bien billet sûr. d'avion. Venez, puis, vous n'avez pas d'empreinte carbone beaucoup, surtout si vous venez à pied ou en métro. Donc, venez voir des films véritablement excellents. Je ne dis pas les merveilles du monde, mais vous allez voir des films de très très haute qualité, très différents. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et vous aurez aussi la possibilité, c'est pas seulement aller se payer une toile, aller au cinéma, c'est faire des rencontres, c'est discuter autour des films, parce que les réalisateurs, le plus souvent, pour les longs métrages, sont présents. Et c'est aussi aller après au quartier général ou au bar, poursuivre la soirée. Vous aurez des traiteurs, vous aurez le bar, bien entendu. Comme ça. C'est assez festif, hein, le festival. Et puis, il y a de la musique tous les soirs, oui. Donc, avec des soirs, il y a une soirée haïtienne, il y a une soirée rwandaise, une soirée africaine. Quel pays sera à l'honneur cette année? Il y a plusieurs pays d'honneur. Il y a en particulier, il va y avoir le festival dure 11 jours. 11 jours. Donc, retirant la soirée d'ouverture, la soirée de clôture, il va y avoir 9 soirées dans 9 pays à l'honneur, consacrées chacune à un pays dont on présente un long métrage et qui poursuivra la soirée avec un groupe musical de ce pays-là. Wow. Ce qui n'empêche pas que c'est ouvert à tout le monde, c'est un lieu de rencontre, hein, c'est pas un lieu exclusif. Monsieur Le Chêne, dites-moi, il y a 40 ans, lorsque vous commenciez, on était habitué d'aller dans des salles de cinéma. Mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment besoin de se déplacer pour aller dans une salle regarder. Il y a l'influence du numérique. Vous conviendrez avec moi qu'on peut, à partir de son smartphone, à partir d'une tablette, à partir des écrans. Oui, bien sûr. Pas des écrans géants, je suis d'accord. Mais on a la même idée de regarder le même film. Qu'est-ce que je veux dire? Quel est l'intérêt pour la personne X d'aller dans une salle de cinéma aujourd'hui au XXIe siècle et regarder un cinéma plutôt que de le faire sur sa tablette chez lui? J'ai bien compris. Quand je parlais d'écran géant, je voulais dire d'écran de télévision géant. Ah ouais. Ce qui fait qu'on se dit, plutôt que de sortir, surtout s'il ne fait pas beau, je suis mieux chez moi, dans mon fauteuil, je regarde le film. Alors c'est vrai, bien sûr que c'est une réalité. Surtout s'il y a des enfants et tout ça, c'est plus simple. Par contre, on sait bien que quand même, tout le monde a souffert pendant le Covid de l'enfermement. Cette fameuse Covid. Voilà. Donc, on a besoin quand même de rencontrer les autres. Ça fait du bien dans un Là, c'est vrai. Et donc, aller voir, et comme je disais un petit peu plus tôt, c'est pas seulement aller voir un film, c'est vraiment, on a conçu ça comme une expérience. Vous allez vous déplacer au cinéma du parc, vous allez voir un film et vous traversez la rue. Vous pouvez d'ailleurs, il y a des couloirs sous la rue, vous n'avez même pas besoin de sortir. Et vous allez poursuivre la soirée avec aussi bien un repas africain que les boissons et les rencontres avec tout le monde et la musique et tout ça. C'est toute une soirée de rencontres. Et c'est plus du tout la même chose. Non, c'est vrai. Voilà. Vous avez parfaitement raison. On a besoin de sortir un peu de son cadre, de son cadre habituel pour se détendre, rencontrer du monde. C'est aussi cette chaleur humaine-là. C'est très important. Surtout qu'on est à Montréal, au Québec, au Canada, où la plupart des temps, on est toujours soit sur son ordinateur, au travail. On n'a pas... je pense que le festival, c'est une occasion plus que jamais indiquée de pouvoir se sortir, rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouvelles connaissances. Oui, vous avez parfaitement raison. Vous parliez de santé tout à l'heure, j'ajouterais que c'est bon pour la santé. Ah oui, ça c'est vrai. Monsieur Gérard Duchesne, d'où voyez-vous le festival dans 10 ans? Vous allez me dire peut-être 10 ans, mais d'où voyez-vous? On va se jeter dans... Parce que ce projet qui a vu le jour a grandi à 41 ans aujourd'hui, mais est-ce que ça compte s'arrêter là?
personne au sein de l'équipe, je vous dirais, n'a envie de s'arrêter. Tout le monde est passionné, a envie de continuer. Alors, sous quelle forme ça se continuera, c'est très difficile à dire, hein, parce que c'est pas Vue d'Afrique, c'est l'avenir du cinéma tout court. Et on parlait d'intelligence artificielle un petit peu plus tôt. Comment l'intelligence artificielle va bouleverser tout ça? C'est sûr, vous avez déjà la réalité augmentée. Probablement que dans 10 ans, les salles de cinéma seront complètement différentes. Il y aura un environnement, ça ne sera pas sur un écran en face de vous, ça sera tout un environnement comme les hologrammes et tout ça. Vous aurez l'impression que les acteurs, les interprètes du cinéma sont parmi vous. On a déjà des fauteuils qui remuent, etc. Vous aurez comme dans les trains fantômes, je ne sais pas si vous avez connu ça, dans les trains fantômes, il y avait des gens qui vous chatouillaient. Là, ah ouais. Et donc, ça sera les hologrammes qui vont faire tout ça. Et donc, il y a vraiment des perspectives. Il faudrait, je ne veux pas jouer les prophètes, j'en sais rien comment ça sera dans 10 ans, mais c'est sûr qu'on sera de la partie. Mais on peut être quand même optimiste que... on est optimiste, c'est-à-dire qu'on sera de la partie. Ça sera sous une forme différente, sous une forme ou sous une autre, et on y sera. Donc, peu importe la forme qu'elle va prendre, que l'IA va influencer, Vue d'Afrique sera toujours là. Exactement. Ça, c'est excellent. Vue d'Afrique ne compte pas baisser les bras, peu importe. Voilà, donc nous retenons que le festival a lieu, effectivement, du 3 au 4 avril, du 3 au 13 avril prochain au cinéma du Parc. J'ai failli dire la Cinémathèque québécoise parce qu'on avait l'habitude d'organiser aussi la Cinémathèque québécoise et aussi au cinéma Guzzo. Bon, cette année particulièrement, c'est là. Monsieur Gérald Lechesne, quel mot de fin? Nous sommes presque parvenus au thème de notre entrevue. Si vous aviez un mot de fin à dire par rapport à votre expérience professionnelle, un mot de fin, un conseil à ceux qui nous regardent, ceux qui veulent s'inspirer de votre modèle, de votre exemple, quel conseil vous leur donneriez-vous? Alors, les conseils, vous avez très modestement, un seul conseil, qui n'est pas trop difficile quand même à suivre, c'est ne baissez pas les bras. Si quelque chose ne marche pas, vous ne découragez pas. Je vais essayer de voir pourquoi ça n'a pas marché et de faire mieux la prochaine fois. Continuez, acharnez-vous et ça finira par réussir. Alors donc, courage, comme Bérette, comme disent nos amis haïtiens. Très bien. Et les partenaires de cette édition? Et vous avez un mot à leur dire? Les partenaires de cette édition? Les partenaires, on leur dit merci, on dit merci à tous et on dit merci à Angas. Angas TV, oui, à Québecor, à tous les gros ces partenaires qui contribuent à... Voilà, mesdames et messieurs, nous voici parvenus au terme de notre entretien avec M. Gérald Lechesne, avec qui nous avons échangé non seulement son parcours assez inspirant, mais également nous avons parlé du 41e Festival international du cinéma Vue d'Afrique, qui, faut-il le dire, je le rappelle une fois pour toutes, c'est du 3 au 13 avril 2025 au cinéma du Parc à Montréal. C'est une occasion idoine de venir célébrer avec nous le meilleur festival du cinéma, du 7e art africain et créole en Amérique du Nord. Alors, ne vous le faites pas raconter, ne vous le faites pas surtout dire. Si M. Gérard, en dépit de ses responsabilités, a accepté notre invitation, c'est pour vous donner ici toute l'importance que revêt ce festival. Rendez-vous au cinéma du Parc, une occasion ultime à ne pas manquer. C'était l'émission Vue d'Afrique sur le plateau de Ngas TV en direct de Montréal, une présentation de Guy Dionneloui. À la prochaine édition.